Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre émission hebdomadaire Instant Politique. Ce matin, deux grandes thématiques au cœur de l'actualité avec un regard croisé entre analyse politique et stratégie géopolitique. Le Bénin célèbre 65 ans d'indépendance, c'est l'occasion de dresser un bilan sans complaisance. Que retenons-nous du chemin parcouru? Quels défis restent à relever pour construire un avenir à la hauteur des ambitions nationales? Après cap sur l'Afrique de l'Ouest, où le départ fracassant du Burkina Faso de l'UEMOA révèle une fracture régionale profonde. L'Alliance des États du Sahel s'affirme face à une CEDEAO contestée. Sommes-nous en face d'un nouveau clivage géopolitique? Pour en débattre avec nous ce matin, j'ai deux invités. J'ai Monsieur Olori Togbe Gislain, il est chercheur enseignant. Bonjour Monsieur Olori Togbe. Bonjour Monsieur le journaliste. J'ai également un journaliste, analyste politique. Il a pour nom Yedafou Koutchemin. Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer par la première thématique qui a rapport avec les 65 ans d'indépendance du Bénin, succès, défis et espoir. Sans plus tarder, la première question va s'adresser à mon très cher docteur, enseignant-chercheur, Monsieur Gislain Olori Togbe. Alors, dites-nous, selon vous, quel est le plus grand progrès accompli par le Bénin pendant ces 60 ans d'indépendance? Merci beaucoup, Monsieur Marc Chouanès. Merci de nous avoir invités sur le plateau de nouveau manager télévision. Le plaisir est partagé. Et donc, c'est un plaisir d'être avec vous et d'échanger également avec Monsieur Koutchemin sur ces différentes thématiques qui sont des thématiques très, très importantes pour le développement de notre pays et de notre sous-région. Alors, pour apprécier les grandes réalisations du Bénin à l'ère des 65 ans de notre pays, il faut d'abord voir d'où est-ce que nous sommes venus. Alors, nous venons des indépendances en 1960 et aujourd'hui, je pense que nous avons traversé plusieurs étapes de la vie politique de notre pays. D'abord, nous avons connu plusieurs instabilités avec le régime autoritaire que nous avons connu, le marxiste-léniniste, les difficultés d'ordre social et économique qui nous a permis d'aboutir à la conférence nationale des forces vives de la nation. Je dois dire que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la réussite de cette conférence nationale est l'une des grandes réalisations que le Bénin a connues et que la sous-région également a connues d'ailleurs, puisque cette conférence nationale a fait l'objet de répétitions dans certains pays, ce qui nous a amené dans un système démocratique où nous avons adopté une nouvelle constitution. Et cette constitution qui consacre les libertés politiques, qui consacre la séparation des pouvoirs, qui consacre également le multipartisme et qui nous a permis d'amorcer un départ économique flamboyant. Aujourd'hui, en 2025, je pense qu'on a fait un long chemin et ce long chemin peut être vu sous l'angle véritablement économique parce que nous avons pu développer un certain nombre de secteurs dans notre pays. Et je crois que si nous ajoutons le développement économique et le développement sur le plan politique, où nous avons connu plusieurs pays, plusieurs présidents à la tête de notre pays. Je crois que c'est un plus que nous pouvons nous réjouir d'avoir atteint un niveau. Voilà ce que je peux... Donc, si je m'en tiens à ce que vous dites, la conférence de 90 constitue en réalité le vrai socle, en réalité, de l'indépendance, en tout cas de toute cette période d'indépendance qu'a connue le Bénin au cours de ces 65 années. Alors, Monsieur Yedafou Koutchemin, je me demande, est-ce que vous partagez également le même avis ou vous avez également une autre vision, d'accord, de ces 65 ans d'indépendance? D'abord, c'est indéniable que la conférence des forces vives de la nation a marqué un grand tournant dans l'histoire politique du Bénin. Cela a permis, depuis ce temps, d'avoir plusieurs alternances, donc plusieurs élections, que ce soit législatives, présidentielles, et même la décentralisation, avec l'avènement de la décentralisation et tout. Les communales. Oui, et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas,
le Bénin reste un laboratoire pour la démocratie en Afrique. On a beau se plaindre d'un certain nombre de choses, le Bénin reste, quoi qu'on dise, un laboratoire en Afrique en matière de démocratie, compte tenu de la régularité des élections, compte tenu du consensus qu'on obtient malgré les clivages et tout. Et comme l'a dit bien sûr M. Olori-Togui, le grand défi, désormais le cap est mis sur l'économique et vous allez constater donc déjà sous la gouvernance de Kérékou II, donc Kérékou démocratique, quoi, c'est pas Kérékou avant l'indépendance, et Kérékou après 1996. Oui. Donc ils ont mis, je crois, dans les années, au cours de l'année 2000, on a mis en place ce qu'on a appelé Bénin à l'AFIA 2025. Oui. D'accord, qui a présenté une vision et des piliers. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, tout cela a été capitalisé et je crois que l'intervention, le vote récemment à l'Assemblée nationale d'une nouvelle vision 2060 rentre dans ce cadre avec tout ce qu'on a eu comme capitalisation et tout. Donc, qu'on le veuille ou pas, le plus grand succès pour le Bénin, c'est bien sûr en matière démocratique de pouvoir. Et maintenant, le cap est mis sur le développement réel avec comme défi l'éducation, la formation, donc développement des infrastructures et l'investissement. Oui. Ok, d'accord. Tout à l'heure, Dr Ghislain, vous avez évoqué l'aspect du développement économique. Alors, en matière d'avancée économique, qu'est-ce qu'on peut prendre aujourd'hui comme acquis pendant ces 65 ans d'indépendance? Qu'est-ce que le Bénin a pu gagner en matière économique aujourd'hui? Alors, je pense que après les indépendances, on a eu un premier gouvernement qui a tenté de relancer l'économie du Bénin avec tout ce que nous connaissons après la fin de soutien de la Banque mondiale, du FMI et autres. Et après, nous avons connu une sorte de léthargie. Et cette léthargie nous a, peut-être certains observateurs parlent d'une sorte de stabilité politique. Parce que pour amorcer un développement économique en bonne et due forme, il faut déjà stabiliser les institutions de la République. Et je crois que c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de travailler essentiellement sur le renforcement de l'état de droit, sur les institutions de l'État. Et donc tout ça nous a permis de nous stabiliser un tant soit peu. Mais les aspects économiques sont des aspects les plus importants. Et je crois que M. Couchemont ici est vraiment mieux placé pour en parler. Mais je crois que les différentes politiques publiques que nous avons amorcées, que nous avons eu le courage de mettre en place, nous a permis d'améliorer d'abord le climat des affaires et des investissements. À ce niveau, vous allez constater que même le rapport Doing Business de la Banque mondiale a reclassé le Bénin parmi les pays qui ont connu beaucoup plus d'avancées en termes économiques. Sur le plan des infrastructures, vous avez constaté également que on a construit un certain nombre d'infrastructures, les routes, et comme on dit souvent, les routes, la construction des routes est le développement du pays. Donc on a construit beaucoup de routes, on a construit beaucoup d'édifices. Et tous ces édifices, toutes ces infrastructures ne peuvent que contribuer au développement économique. Ce sont des supports au développement économique. Et sur d'autres plans également, j'avais vu, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis sur le plan de la santé des populations. Parce qu'une population en bonne santé, c'est une population active. C'est une population qui est en mesure de contribuer également au développement économique. Et par ailleurs, vous avez vu qu'on a pris également quelques mesures au niveau de la pièce du GUF pour pouvoir formaliser, faciliter la création des entreprises. Et aujourd'hui, avec l'avancée technologique, on peut avoir des entreprises en ligne. Vous avez vu tous ces éléments qui ont été à la base de cette évolution, de ce développement que nous avons connu ces derniers temps.
Mais tous ces développements ou toutes ces avancées ne sont pas sans difficulté. Et peut-être que nous allons aborder ces difficultés-là en évoluant dans nos échanges. Alors, Monsieur Koucheme, alors dites-nous en matière, c'est vrai qu'il a abordé, le docteur Olori Togbé a abordé un aspect du développement économique. Je voudrais quand même que vous y reveniez également et que vous débouchiez également sur, lorsque je prends le secteur de la santé, par exemple, le secteur de l'éducation, par exemple, quels sont les défis qu'on a pu relever au niveau de ces différents secteurs, par exemple, qui ont permis quand même au Bénin de pouvoir accéder quand même à une forme d'indépendance au niveau de ces secteurs-là. Je voudrais, avant de m'appesantir sur le développement économique, nous rappeler que il ne peut avoir de développement économique sans une stabilité politique. Oui. Et donc, je crois que les années 1990, donc la période juste après la conférence nationale, a permis de stabiliser politiquement le Bénin. Donc, les institutions se sont ancrées et ce n'est qu'après les pouvoirs ont été séparés. Bon, le pouvoir, c'est bel et bien la décision issue de la conférence nationale. Donc, tout cela a été mis en place, les institutions ont été mises en place, consolidées, et la confiance de la population en ces institutions a été instaurée. Et ce n'est qu'après cela. Donc, l'avènement, comme je l'ai dit tantôt, de Bénin Alafia 2025 n'est que la suite logique de la stabilité politique. Et cette vision, en principe, devrait être le guide pour la mise en place des différentes politiques de développement du Bénin. Mais malheureusement... Mais avant cette vision de 90 à 2000, il y a eu également... oui, mais chaque président, quand vous prenez cette période, Soglo est venu avec sa vision propre, c'est le bâtisseur qu'on a appelé en son temps. Kérékou est venu 10 ans, il n'y avait pas véritablement, il y avait effectivement des PAG à l'époque, mais c'était beaucoup plus basé sur la stabilité économique. Et c'est ce que le docteur Olori Togbé expliquait en disant c'était une période où vraiment la priorité n'était pas beaucoup plus économique, mais c'était beaucoup plus politique. Et lorsque la stabilité politique est venue, je crois que vers la fin de son second mandat, Mathieu Kérékou a mis en place cette vision-là à la FIA. Donc malheureusement, les pouvoirs qui ont suivi ne se sont pas véritablement inspirés de cette vision qui devrait. Et je crois que la nouvelle vision, en capitalisant les échecs de cette vision, la nouvelle vision a compris qu'il vaut mieux que ce soit sous forme d'une loi qui contraint tous les dirigeants, tous les gouvernants à s'inspirer de cette vision-là pour bâtir le développement du Bénin. Et donc, mais lorsque vous prenez, malgré cela, il y a eu quand même des avancées. Sous Soglo, vous allez constater, on a parlé de pavés, parce que sans la route, la production des paysans dans les champs ne peuvent accéder au marché. Et lorsqu'il n'y a pas un climat stable, lorsqu'il n'y a pas, lorsque les investisseurs n'ont pas confiance, lorsqu'ils ne se sentent pas en sécurité, ils ne investissent pas. Donc, il y a eu un temps pour prendre ces différents types de réformes structurelles, comme on le dit, et ce n'est qu'après cela, chacun a pu faire ce qu'il pouvait faire, suivant sa vision, suivant les moyens qui étaient à leur disposition. Bon, on a remarqué juste un boom sous la dernière gouvernance en cours qui, lui, très pragmatique, a focalisé l'accent sur la transformation locale des produits, ce qui donc a amené une industrialisation progressive du pays. Et donc, c'est déjà cela. Et à côté, vous allez constater qu'il y a une vision de développement qui est axée sur la promotion de la culture, qui est aussi important. Et donc, le retour des afro-descendants,
la culture comme pour attirer les touristes et l'organisation des événements, pas seulement des Vodou Day, il y a un certain nombre de choses. Tout cela vise, mais on peut avoir tout ça. Les Vodou Day reste l'événement culturel phare aujourd'hui. Les Vodou Day, c'est un festival qui vient valoriser notre culture, l'aspect culturel, folklorique du vaudou. Alors, parlez-nous un peu d'éducation, puisque j'ai... Non, comme on le dit, il y a aussi il y a justement des réformes sur le plan de l'éducation. Lorsque vous prenez, je vais prendre juste à partir de 1970, oui. Systématiquement, tout le monde, c'était l'enseignement général. Et puis, mais à partir d'un certain moment, je crois déjà... sous Soglo, il y a eu l'installation progressive de lycées. Il y avait eu, avant, sous le PRPB, il y avait quand même le lycée Koulibaly, un certain nombre de lycées, mais qui ne faisaient pas vraiment le poids. Aujourd'hui, et avec le temps, on a observé qu'il y a eu une multiplicité de ces différents types de lycées, que ce soit lycée agricole, lycée industriel, lycée technique, professionnel, ainsi de suite. Et pourquoi? Parce que on ne peut parler de développement en restant dans le général. Nous avons besoin d'ingénieurs, des travaux publics, nous avons besoin des ingénieurs mécaniciens, nous avons besoin d'ingénieurs informaticiens, ainsi de suite. Nous avons besoin de bons gestionnaires, donc de bons managers et autres. Et ce n'est pas dans l'enseignement général, comme on le dit, qu'on peut former ces gens-là. Il faut forcément, et aujourd'hui, je crois que les gouvernants ont compris et des efforts sont en train d'être faits pour qu'il y ait investissement dans ce secteur pour mieux orienter les enfants vers l'enseignement technique et professionnel. Oui, je ne vous coupe pas, mais je voudrais quand même prendre l'avis d'un spécialiste en la matière, puisque Dr. Olori Togui, il est enseignant-chercheur, et je voudrais quand même qu'il puisse quand même nous donner beaucoup plus d'informations liées au progrès que le Bénin a réalisé au cours de ses 65 ans d'indépendance en matière d'éducation. Alors, merci beaucoup, Monsieur Mac. Je voudrais qu'on fasse la distinction entre la notion d'éducation et l'enseignement. Oui. Parce que l'éducation contient également l'enseignement. C'est un tout. L'éducation, ce sont les différentes valeurs que nous avons dans notre pays, les valeurs éthiques, l'éducation nationale, l'éducation dans nos familles. Et quand je prends cet aspect-là, je crois que nous avons connu beaucoup de recul. Ça, il faut l'avouer. Il faut avouer que sur le plan de l'éducation, des valeurs morales, nous avons connu beaucoup de recul. Aujourd'hui, les familles sont déchirées parce que l'éducation dans la rue a pris le dessus sur les valeurs morales, l'éthique. Et aujourd'hui, on ne fait même pas. C'est vrai qu'on nous a demandé de saluer le drapeau, mais vous voyez, dans certains pays comme la Chine, lorsque le drapeau se lève quelque part, tout le monde se met à l'ordre, au garde à vous. Et donc, ça, ce sont des choses pour moi qui constituent des éléments de l'éducation nationale que nous devons revoir. La prolifération des réseaux sociaux. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les faits divers que nous connaissons sur les réseaux sociaux, qui nous appellent à une régularisation ou à une régulation du numérique, des informations, parce qu'il y a une certaine éducation qui se passe sur ces réseaux sociaux et je vous assure que quand on regarde tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, on ne peut pas être fier de ça. Alors, donc, ça appelle à un volet de l'éducation nationale, mais également à un contrôle ou à un retour des valeurs morales. Dans le cadre de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, Monsieur Kouchemé a dit tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont réalisées. On a eu l'ambition de mettre en place des lycées agricoles, des lycées techniques, et tout ça, c'est pour soutenir en réalité la question du chômage. Vous voyez un peu, il y a un lien qui se dessine. Lorsque vous faites des études dans nos universités, vous finissez, comme on dit, entre griffes, chômeur. Mais on a compris qu'aujourd'hui, il faut développer le système de l'entrepreneur. Il faut développer les petites et moyennes entreprises. Et quand on regarde également l'apport que ces petites et moyennes entreprises peuvent constituer dans le développement local, dans le système de décentralisation, on se rend compte que
dès l'enseignement, dès le secondaire, il faut orienter les enfants vers des métiers pratiques. Et d'où l'augmentation ou l'envie du gouvernement de mettre en place des lycées agricoles, des lycées techniques. Et ça nous permet de développer l'industrie de base et après l'industrie nationale. Donc, sur le plan de l'enseignement supérieur, vous avez vu également qu'il y a eu beaucoup de réformes qui se sont opérées en ce qui concerne le recrutement, même si le recrutement au niveau de l'enseignement supérieur n'est pas en cause là, même si nous n'avons pas encore de grands laboratoires de recherche scientifiques qui doivent agir également sur le plan agricole. Parce qu'on a une agriculture qui est toujours une agriculture itinérante, qui est toujours de base. Et il nous faudra des industries. Si on n'a pas développé des laboratoires où on a des chercheurs au niveau supérieur qui peuvent faire des recherches sur divers domaines, on ne peut pas avoir une industrie qui se développe. Donc, je pense que des 65 ans que nous avons connus, le Bénin a quand même évolué. Et quand on regarde la vitrine au niveau international, les gens perçoivent les Béninois comme des gens qui sont bien instruits, qui font de très belles universités. D'ailleurs, à Bomeka, la vie aujourd'hui a beaucoup changé. Le gouvernement, en mettant en place un dispositif de formation en ligne, permet non seulement de régler le problème d'infrastructure, où nous avons un pléthore d'étudiants dans les salles, mais en même temps de faire de la formation à distance. Et aujourd'hui, après la pandémie du Covid-19 que nous avons connue, tout n'est plus comme avant. Donc, il faut s'adapter au temps, il faut s'adapter aux réalités technologiques de l'époque. Et c'est tout ça qui est à notre actif. Je sais aussi qu'il y a encore des choses à faire. Parce qu'on ne peut pas se réjouir de ce qui est, de tout ce qui se fait actuellement. Il y a encore des choses à faire. Et je sais que le gouvernement a beaucoup d'ambition. Et quand on prend les grands pays comme la Chine, et vous allez voir qu'il y a une vision à long terme. C'est pas des visions de 10 ans, de 25 ans. C'est des visions de 60. Et je crois que le président a trouvé cette vision de 2060, qui est une très bonne vision. Mais le plus dur à faire, c'est d'inculquer cette vision à tous les acteurs politiques. Parce que lorsqu'on a une alternance au pouvoir et que vous avez une pensée différente de gouverner, vous avez une vision qui est alternée automatiquement. Donc, est-ce que celui qui viendra au pouvoir ensuite va entrer dans cette même vision? C'est là toute la question. Donc, c'est ce qui fait que le Bénin a stagné parce que lorsque un chef d'État arrive au pouvoir, il a sa vision et non pas la vision du développement du pays. Donc, il faudrait en faire en sorte que la vision de développement que nous avons dans notre pays, que ce soit une vision qui soit à long terme et ancrée dans les têtes, dans les habitudes. Et c'est tout un tout qui doit prendre en compte le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, les infrastructures, l'agriculture, tout ce qui peut nous permettre de porter notre pays vers le devant de la scène internationale. Oui, merci beaucoup. Monsieur Kouchemin, tout à l'heure, Dr Lori També a abordé la question liée à l'éducation, par exemple, où il a parlé des valeurs, par exemple, liées à l'éducation qui est différente de l'enseignement. Et lorsque vous prenez l'éducation aujourd'hui, il a parlé des réseaux sociaux et de tout ce qui va avec, qui est devenu aujourd'hui un frein à beaucoup de phénomènes. Alors dites-nous, selon vous, quelle est la part de responsabilité? D'abord, de tous les acteurs qui sont concernés. Je veux parler des parents, je veux parler des enseignants et je veux parler également du pouvoir public, du pouvoir public exactement, bien sûr. D'abord, je voudrais rappeler que les réseaux sociaux s'imposent à nous. Nous sommes dans un village planétaire désormais. Et ce qui est inventé ou ce qui est mis en place en Chine, dans les secondes qui suivent, nous sommes informés ici, nous voulons nous l'approprier. Et c'est là qu'intervient le rôle des parents. Et je crois qu'au-delà de tout ce que nous disons, l'État ne peut que mettre en place quelques filtres. Je crois qu'ils sont en train de faire ce type d'effort. L'État ne peut que mettre en place des gens pour surveiller, d'où un peu le CNIM, je crois, OCRC qui joue ce rôle. Et donc, au-delà de ça, le plus grand rôle revient à la maison, aux parents. Donc,
qui doivent forcément avoir un regard sur ce que les enfants font. Malheureusement, ce même développement auquel nous aspirons amène à ce que les parents sont très absents de la maison. C'est vrai. Conséquence, il y a un manque de suivi. Ou pire, on va recruter une nounou dont on ne maîtrise pas trop la moralité et on confie l'éducation des enfants à ces gens de personnes. Et donc, c'est plutôt, moi je trouve que nous avons un défi qu'on ne va pas accrocher à l'État, mais c'est tout le monde ensemble qui doit pouvoir... et ce n'est pas seulement au Bénin, c'est un défi planétaire. Les mêmes travers que nous dénonçons ici, nous déplorons ici, on les observe ailleurs. Et comment les autres arrivent à gérer? Moi, je crois que dans ce schéma-là ou sur ce terrain, il faut s'inspirer de ceux qui réussissent. Et moi, je trouve l'exemple des Chinois ou des Indiens, il faut qu'on aille à ces écoles où on définit des paramètres, on dit, ça là, on ne va pas voir ça. Et les sanctions tombent. Et il n'y a pas quelqu'un. Vous savez, tout cela aussi est encouragé par le fait que dès qu'un enfant est enfant, aujourd'hui, un enfant ne peut plus fauter dehors et n'importe quel Kudam ne peut pas le réprimander. Ouais. L'enfant commence par lui dire, tu n'es pas mon parent. Oh, avant, c'était tout le monde qui participait à l'éducation. Dès qu'un enfant est fautif, on n'a pas besoin de voir son parent avant de corriger l'enfant. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas. Et nous avons tellement copié le Nord que nous avons même pris des lois pour sanctionner ce qu'on appelle violence sur les enfants. Mais ce n'est pas tout ce qui se passe de l'autre côté qui est joli, qui est bon. Donc, le fait aussi de vouloir tout copier... Et qui ne cadre pas avec nos réalités. Le fait de vouloir tout copier détruit nos valeurs. Et aujourd'hui, le grand défi, c'est comment faire pour ne pas copier tout ce qui vient de là-bas. Oui, je voudrais rapidement revenir à Dr. Lori Torbey. Lorsqu'on parlait de l'enseignement avec les différents taux aux résultats des examens qu'on a eus récemment, est-ce que cela donne en réalité une vision large sur tout ce qui a été accompli depuis un certain nombre de temps ou depuis une période donnée jusqu'à ce qu'on assiste aujourd'hui à ce fort taux de pourcentage? Quelle est votre lecture en réalité liée quand même de toute façon aux indépendances et même à la période dans laquelle nous sommes? Merci beaucoup, Monsieur Bach. C'est une question vraiment, c'est une question particulière, difficile à répondre, parce que ça nous oblige à donner une opinion, peut-être pas indépendante, mais une autre vision de la chose. Alors, à titre personnel, moi, j'ai été surpris par les résultats. Ouais. Le fort taux de réussite à tous les examens. Je dois dire que ce n'est pas une mauvaise chose. À partir du moment où le gouvernement a mis en place un dispositif pour éviter les grèves incessantes. Donc, on a un calendrier académique aujourd'hui qui est maîtrisé. On a des examens qui sont organisés à bonne date. Des enseignants qui sont bien formés. Des enseignants en grève qui sont bien formés. Nous avons un système qui nous permet de nous dire que le système éducatif au Bénin est bien huilé. Mais ce système éducatif connaît également quelques difficultés. Oui. Alors, si pour un enseignant en classe, de voir ses étudiants réussir, ses élèves réussir, c'est une fierté. Bien sûr. Parce que dans un passé récent, lorsque nous faisions le bac, nous avons des taux de réussite de 25%, ça ne dépassait jamais 40%. Et on nous disait qu'il fallait réussir. Le bac était considéré comme un diplôme, le premier diplôme universitaire, mais très difficile. Et il fallait régulariser ou réguler l'entrée à l'université. C'était tellement sélectif que aujourd'hui, on se pose un certain nombre de questions. Alors, de mon regard d'enseignant à l'université, je me suis un peu inquiété par le niveau des étudiants. Et je ne peux pas m'avancer en disant qu'il y a un problème, mais je pense qu'il y a peut-être un problème au niveau de l'enseignement secondaire, parce que le niveau est très faible. Et ça, c'est l'un des défis que nous devons relever.
Le Bénin est toujours considéré, on nous disait que le Bénin était le quartier latin de l'Afrique. Oui. Lorsque vous êtes dans la sous-région, lorsqu'on veut classer les universités ou les pays qui ont connu beaucoup d'avancées, on parle du Bénin également. On continue, mais de manière très nuancée à parler du Bénin. Oui, oui, ça veut dire qu'il y a un problème. Les pays de la sous-région ont beaucoup évolué. Le Togo, par exemple, a développé un système éducatif où on fait la promotion de l'enseignement ou des enseignants au niveau du supérieur. On a toujours des difficultés. Mais je pense que lorsqu'on parle du nouveau programme ou de l'ancien programme, oui, il y a un écart. Et c'est de là également que vient la difficulté des parents à suivre les enfants. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous avons connu ce qu'on appelle l'ancien programme. Oui. Le nouveau programme est venu et qui a été vraiment véritablement financé, mais qui ne répond pas forcément ou toujours à nos réalités endogènes. Oui. Et donc, il y a cet équilibre qu'il faut rechercher. Il faut réajuster. Qu'il faut réajuster au niveau de l'enseignement secondaire, primaire, secondaire, remettre à l'intérieur l'éducation civique. Oui. Ça, c'est des choses qu'il faut ramener. Il faut peut-être également insister sur le service militaire pour ramener également les valeurs. Dans certains pays, c'est toujours obligatoire. Parce qu'on a remarqué qu'en réalité, le diplôme aujourd'hui ne reflète pas totalement le niveau de ces apprenants aujourd'hui, où ils ont beaucoup plus de difficultés à s'affirmer au niveau de leurs différentes entités, où ils n'ont même pas la facilité de pouvoir vous allier 2 ou 3 phrases sans faire des fautes, alors qu'ils ne devaient pas en être le cas. Et le risque, je ne vous coupe pas. Oui. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Oui. Les chats GPT et autres. Vous avez des intelligences artificielles qui vous font des mémoires, qui vous écrivent des mémoires. C'est vrai qu'il existe également des logiciels qui nous permettent de découvrir le plagiat. Oui. Donc, c'est très important qu'on puisse intégrer toutes ces réalités dans la formation. Dans la formation. Oui. Monsieur Kouchemen, bon, avec vous, on ne parlera pas forcément d'éducation encore tout de suite. Je vais aller sur le point de vue, sur le plan des infrastructures. Je voudrais quand même que vous nous reveniez sur toutes les réalisations qu'on a eues au cours de ces dernières années. On a eu même récemment la réhabilitation du port autonome de Cotonou, le déploiement du réseau routier intercommunal avec l'asphaltage et tout ce qui va avec, la construction des marchés modernes, des hôpitaux, et pourquoi pas le chic dont on en parle tout de suite. Alors, lancement peut-être d'ici là, peut-être d'un projet métropolitain. Alors, en matière d'infrastructure, est-ce qu'il n'y a pas eu véritablement beaucoup d'avancées également? Oui, c'est normal à partir du moment où on ne peut pas penser le développement sans mettre en place les bases. Et aujourd'hui, on ne peut pas aspirer à une transformation de la matière première locale sans faciliter l'accès à ces matières premières. Donc, c'est normal qu'il y ait un boom en matière d'infrastructures, notamment de communication, c'est-à-dire les routes, les pavés et autres, parce que, comme le disent souvent les gens, ou l'adage, le développement de la route passe par le développement. Donc, on est obligé de passer par ces infrastructures. Et vous savez, pour le peu qu'on a vu, moi j'aurais souhaité qu'on fasse plus pour les infrastructures marchandes, où aujourd'hui, nos mamans, nos épouses dans ces marchés sont beaucoup plus à l'aise. Ce sont des marchés beaucoup plus propres. D'accord? Moi, je me suis retrouvé surpris un beau matin, j'avais une urgence, j'étais allé dans le marché et j'ai découvert que ce n'est même plus cette bonne dame qui balaie. Mais on a recruté des gens pour l'entretien. Ça fait que les bonnes dames, quand elles viennent, c'est juste pour s'occuper de leurs affaires. Et donc, lorsque les conditions sont installées, je crois que les affaires sont facilitées. Et donc, la construction des infrastructures routières, la construction des infrastructures marchandes, ou que vous voulez, la construction d'infrastructures en matière de santé, tout cela combiné vise le bien-être des populations, vise à faciliter le développement, parce qu'une population en bonne santé, c'est que les agents de développement sont aptes à réfléchir, à penser au développement, que de se soucier de leur état de santé. Donc, je crois que l'un dans l'autre, on ne peut
c'est un développement aujourd'hui, du moins ce qui se fait, on peut dire que c'est un peu holistique, où on pense à l'éducation, donc avec tout ce qu'on a dit, on pense aux infrastructures, donc au-delà de l'éducation, donc à la formation, pour que, et puis la mise en place des on facilite on facilite les investissements des étrangers pour que, puisque sans IDE, comme on le dit, sans investissement étranger, on n'a pas les moyens pour... nous n'avons pas suffisamment d'investisseurs au Bénin pour une industrialisation. Et comme vous parlez d'investissement étranger, je voudrais quand même qu'on aborde également en même temps un sujet qui a rapport avec le rayonnement régional du Bénin, d'accord, et également de la diplomatie. Le Bénin s'est affirmé comme un pays stable de l'Afrique de l'Ouest. Vous l'avez sonné tantôt dans vos interventions, souvent sollicitées par sa capacité également de médiation pacifique. Et aujourd'hui, nous avons également un enjeu qui est très primordial, c'est-à-dire la formation de l'AES, d'accord, au niveau de l'UEMOA, fracture régionale. On s'interroge véritablement, puisque le retrait du Burkina Faso de l'UEMOA a surpris, mais surtout divisé. Tandis que l'Alliance des États du Sahel revendique une souveraineté régionale, l'UEMOA et la CEDEAO peinent à maintenir l'unité. Quelles sont les motivations profondes de cette rupture et que nous dit-elle du nouvel équilibre ouest-africain? C'est ce sujet que nous allons aborder tout de suite, juste après ceci. Retour sur ce plateau, je rappelle que je suis avec mes deux invités qui sont toujours encore sur place. Dr Olori Gislin, merci toujours de rester présent sur ce débat. Monsieur Yedafon Koucheme, c'est ça, vous êtes journaliste, analyste politique, merci de toujours rester. Tout de suite, nous irons vers la sous-région, puisque j'avais annoncé tantôt AES contre UEMOA, fracture régionale, s'interroge-t-on. Alors, je m'en vais vous poser la toute première question. Pourquoi le départ du Burkina Faso de l'UEMOA? Et est-ce que cela marque un tournant décisif dans la sous-région? Surtout qu'on sait déjà que l'AES avait déjà des problèmes avec les autres pays de la CEDEAO. Bon, le contexte est simple. Nous avons les trois pays de l'AES, donc le Burkina Faso, le Niger et le Mali, qui sont aujourd'hui des États qui prônent la souveraineté. Donc, ce sont des États souverainistes, avec des discours très souverainistes. D'accord? Ce discours a engendré déjà des fractures avec le départ de la CEDEAO, et comme conséquence tout ce que nous savons. On s'attendait à ce qu'ils annoncent également leur départ de l'UEMOA, mais il se fait qu'ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'UEMOA, les gens doivent s'étonner. Pourquoi dans la même région Afrique de l'Ouest, on a CEDEAO, UEMOA? La CEDEAO est beaucoup plus large. Pour le moment, la CEDEAO n'est pas encore une communauté financière. Oui. C'est économique et les bases sont en train d'être jetées pour que ce soit une communauté financière, donc monétaire. Par contre, l'UEMOA regroupe 8 pays de la CEDEAO qui ont en commun le franc CFA. Et donc, quand on parle de l'UEMOA, c'est tout ce qui concerne les instruments de politique financière, de la gestion de cette monnaie. Et le franc CFA, qu'on le veuille ou pas, est garanti sa convertibilité, donc en euros, pour faciliter les échanges à l'international, parce qu'une monnaie, c'est aussi des devises. Donc, lorsque vous n'avez pas suffisamment de devises dans des banques à l'étranger, vous ne pouvez pas acheter à l'étranger, vous ne pouvez pas vendre à l'étranger. Donc, il y a la Banque de France qui, historiquement, avait pas concouru à la création du franc CFA, qui garantissait déjà cette convertibilité du franc CFA. Avec l'avènement de l'euro, la Banque de France donc garantit la convertibilité d'office du franc CFA en euros. Ce qui fait que nous avons une certaine stabilité, entre griffes bien sûr, du franc CFA. Ce qui permet de maîtriser un peu l'inflation, la dévaluation, tout ce que nous avons comme instrument de politique. L'Union, donc, a instauré
une présidence tournante au niveau du Conseil des ministres. Oui. Un ministre vient, fait 2 ans, et un autre. Donc, on connaît déjà les pays qui doivent prendre la relève. Après la fin du mandat. La situation, le contexte actuel fait que le Burkina Faso, qui normalement doit prendre la relève après la Côte d'Ivoire, je crois, oui. Est en rupture de bande diplomatique avec la France, dont la banque garantit un peu la convertibilité du franc CFA en euros. Et mieux, lorsqu'on parle de cette communauté financière donc, de l'UEMOA, c'est que chaque pays pris individuellement n'a pas les moyens n'a pas suffisamment de devises, puisque aujourd'hui ce n'est plus les réserves d'or qui déterminent un peu votre richesse ou votre capacité à faire le commerce à l'international. Donc, il faut forcément une devise, une réserve de devises, d'accord? Et cette réserve de devises, il se fait que les 8 pays, aucun n'en a. Ensemble, ont mis ensemble leur réserve de devises. De sorte que lorsque le Togo veut acheter, par exemple, en Chine, même si le Togo n'a pas suffisamment de réserves, les réserves des autres lui facilitent le marché, les transactions, ainsi de suite. Donc, ça fait que, par exemple, la Côte d'Ivoire, qui représente 40% au sein de cette union, a, en termes de commerce extérieur, une balance excédentaire, tout comme le Sénégal. Donc, eux autres, ils n'utilisent pas tout ce qu'ils ont comme réserve. Donc, ils permettent aux autres États qui sont en termes déficitaires de pouvoir utiliser des accords. Voilà. Mais il se fait que, en dehors des discours souverainistes de nos amis de l'AES, ils ont commencé, ne serait-ce que leurs ressources minières, ils ne vendent plus de façon normale. Ils vendent au noir. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de traces de leur activité commerciale dans les banques, surtout au niveau de la banque centrale. Quand vous êtes, depuis un certain temps, lorsque c'est vous qui avez à traiter avec le Burkina ou le Mali ou le Niger, on vous donne peut-être une partie en monnaie fiduciaire, donc il y a une traçabilité, mais le reste, vous venez peut-être, on vous donne un sac de lingots d'or, on vous demande d'aller l'échanger dans le noir. Donc, ça fait que nous avons commencé par assister à des économies, vous m'excusez le terme, contrebandiers, qui préfèrent tourner dans le noir que de garantir. Et ce comportement induit une instabilité au niveau de la monnaie. Et donc, un État comme ça, qui, primo, ne veut pas diplomatiquement échanger avec des acteurs qui garantissent la convertibilité, la stabilité de la monnaie, et qui, visiblement, parce que, que cela ne nous échappe point, il n'y a que 2 semaines, Ibrahim Traoré, donc le chef de l'État burkinabé, l'a dit, réaffirmé encore qu'ils sont en train de travailler pour mettre en place leur monnaie. Donc des gens qui, visiblement, sont contre une monnaie et qui travaillent déjà à sortir de cette monnaie et qui travaillent même à fragiliser cette monnaie en échangeant au noir. Vous leur confiez la gestion de cette monnaie. C'est comme si vous leur donnez les armes pour détruire cette monnaie. Donc, ça fait la raison principale pour laquelle le Burkina Faso a décidé. Et donc, comme ça, il y a des États, ce n'est pas seulement que la Côte d'Ivoire, mais il y a des États, donc avec en tête de pont la Côte d'Ivoire qui traîne toutes les autres économies, qui ont dit, ces gens-là, nous ne leur faisons pas suffisamment confiance pour qu'ils gèrent pour qu'ils prennent la tête les économies des 8 pays. Pendant les 2 ans. En attendant que on ne voit clair dans leur positionnement, ils ne peuvent pas prendre la présidence. C'est ce qui est à l'origine de la crise dont nous parlons aujourd'hui. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, docteur Olori Tobé. Voilà la situation qui a été, en tout cas, bien
illustré à travers les déclarations ou les affirmations de Yedafu Koucheme. Alors, selon vous, quelle appréciation faites-vous alors globale de cette situation-là, qui, le Burkina, en faisant partie de l'AES, ou n'interagissant pas toujours avec les autres frères de la CEDEAO, aujourd'hui veut prendre la tête de l'UEMOA. Alors, il y a eu un refus catégorique, le Burkina se fâche, le Burkina quitte l'UEMOA, et s'en suivant certainement les autres pays de l'AES. Alors, quelle sera l'issue finalement par rapport à cette situation qui n'honore guère l'économie ouest-africaine? Merci beaucoup, Monsieur Marc Johannes. Je remercie M. Koucheme pour avoir fait cette belle illustration. Pour moi, la question est de deux ordres. Elle est d'ordre économique, et M. Koucheme l'a vraiment apprécié, et d'ordre géopolitique. Officiellement, à l'heure où nous parlons, le Burkina n'a pas quitté l'UEMOA, ni le Niger, ni le Mali. Ils ont claqué la porte lors du dernier Conseil des ministres. Wow. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Parce que les règles disent qu'après 2 ans, un ministre des Finances doit assurer la présidence. Sur le plan textuel, le Burkina a le droit de participer, de réclamer le Conseil des ministres de l'UEMOA. Ça, c'est clair, on ne peut pas changer les tests sont là. Mais voyons d'où le problème vient. Le problème vient déjà de la CEDEAO. Vous savez que ces 3 pays sont venus, ont changé de régime. Ils sont arrivés au pouvoir, enfin les dirigeants sont arrivés au pouvoir après des coups d'État. Oui. Et lorsque nous analysons les raisons pour lesquelles ces chefs d'État ont pris le pouvoir, vous allez vous rendre compte que ces 3 pays ont le même problème. Le problème de l'insécurité, du djihadisme. Oui. Et là, c'est l'un des défis dont nous n'avions pas pu échanger en ce qui concerne le Bénin, qui est confronté à cette difficulté dans le nord de notre pays. Et si un pays est en proie à ces incursions djihadistes, rien ne peut marcher. Il est vrai que c'est dans le nord, mais rien n'indique que cette situation peut arriver. Ça impacte tout le pays. Ça impacte tout le pays, et donc les investisseurs aussi ont du mal à venir. Alors, les pays de l'AES ont considéré que lorsque ils ont pris les rênes de leur pays, que les chefs d'État de la sous-région ont pris des sanctions impactant directement le quotidien de leur population. Alors, ils se sont posé la question de savoir d'où vient, où est-ce que nous en sommes également encore par rapport à la solidarité sous-régionale. Ils l'ont pris mal. Ils sont sortis officiellement de la CEDEAO. Mais ils ne sont pas sortis de l'UEMOA, parce qu'ils ont estimé que la CEDEAO et l'UEMOA n'ont pas les mêmes visions. Il est vrai qu'en sortant de l'UEMOA, parce qu'ils ont manifesté leur désir de sortir de l'UEMOA, d'ailleurs, ils ont mis en place la banque confédérale de l'investissement et de développement, qui est censée être une banque qui va remplacer la Banque ouest-africaine de développement pour financer les projets de développement dans les pays de l'AES. Oui. Pour moi, vous avez d'un côté la Russie et la Chine, la Turquie également, qui sont des partenaires de ces pays-là, sur le plan économique, sur le plan industriel et sur le plan sécuritaire. La Russie qui apporte de la stratégie militaire, la Turquie qui apporte des équipements militaires également, et vous avez la Chine qui a bien la technologie et de l'industrie. Quand on prend le Niger, on connaît le problème qui s'est passé ici avec la France, le Bénin et autres. Et vous avez d'un côté la Côte d'Ivoire, disons-le clairement, la Côte d'Ivoire qui fait un veto en réalité, parce que la Côte d'Ivoire a un poids économique dans la sous-région, dans l'UEMOA, qui fait un veto, et tout le monde sait quels sont les liens qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Et donc, moi je vois le problème d'ordre géopolitique. Et donc, il est vrai que sur les agrégats économiques, etc., et que les pays de l'AES constituent un véritable frein à l'émulation du franc CFA, je fais partie de ceux qui pensent que la souveraineté d'un pays, c'est frapper sa propre monnaie. C'est ça. Il est indéniable que dans la plupart des pays, vous prenez le Naira, vous prenez le franc guinéen, vous prenez le Cédis, ils ont une stabilité, quelles que soient les difficultés qu'il y a en interne. Ils
ils ont une certaine stabilité. Et habituellement, même les Français, aujourd'hui, ont envie de revenir au franc français. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des difficultés. Oui. C'est comme si on est tous dans une même classe, mais il y a toujours ceux qui traînent. Qui affaiblissent d'autres, et ainsi de suite. Et donc, ça pose un véritable problème. Et donc, pour moi, je pense que nous allons avoir de grosses difficultés dans la sous-région. Pourquoi? Parce que la sortie du Niger, du Burkina et du Mali aura un impact considérable sur l'équilibre financier dans la sous-région. Oui. Pourquoi? Parce que c'est des pays qui ont des mines. C'est des pays qui ont de l'or. C'est des pays qui, à eux seuls, peuvent faire développer leur industrie, leur population. Oui. Et donc, je crois que l'UEMOA a plutôt intérêt à discuter, à éviter que ces pays ne sortent définitivement de l'organisation pour qu'on puisse continuer par converser sur le plan politique, sur le plan économique, parce que qu'on le veuille ou pas, ils ont déjà un passeport. Du coup, bientôt, pour aller au Mali, dans ces pays, il faut un visa. Politique. Donc, je crois que il faut qu'on travaille à discuter. Oui, mais vous avez abordé un point du problème qui est d'autant plus fondamental, c'est que aussi, le véritable problème en réalité, avec ces pays de l'AES et les autres pays, c'est-à-dire les autres pays de la CEDEAO par exemple, c'est qu'il y a, ils veulent une rupture avec les influences extérieures. Et puis, ce sont ces influences extérieures, en réalité, qui causent le véritable problème parce qu'on sait que même dans la gestion économique, dans les histoires de monnaie et tout le reste, c'est qu'il y a derrière le colon, c'est-à-dire la France, qui donne la plupart des directives à suivre, la plupart des orientations à faire. Aujourd'hui, nous-mêmes, en tant qu'Africains, en tant que faisant partie de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique en général aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'on peut construire une Afrique sans une intégration forte aujourd'hui? Ça sera ma dernière question à vous de part et d'autre. Et vous avez rapidement 1 minute pour pouvoir répondre à cette question et on va vite conclure. Je crois que les gens ont commencé par faire la différence entre les panafricanistes et les néo-panafricains, ou du moins. Il y a une certaine différence parce qu'il y a ce qu'on peut appeler entre griffes panafricains qui en réalité sont en lutte contre l'ex-puissance coloniale. Et leur lutte, c'est que vous quittez le joug de l'ex-puissance coloniale, mais on vous dit, il y a un autre joug plus stable. Est-ce que c'est ce qu'ils disent ou bien ils veulent de C'est ce qui se fait. Ou bien ce n'est pas. Je vous explique. C'est ce qui se fait parce que tout le monde, malgré tout, le Bénin a des partenariats avec la Russie, le Bénin a des partenariats avec la Chine, avec tout ça. Mais le vrai problème des autres, c'est que quand vous suivez les tenants de l'idéologie, quittons la France, mettons-nous sous le joug de la Russie. Et c'est géopolitique parce que il y a une lutte entre l'Occident et entre l'Est et l'Ouest qui n'est pas encore... Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Il vaut mieux travailler à consolider l'intégration africaine selon les réalités de l'Afrique que de s'allier sur les luttes entre l'Est et l'Ouest. D'accord, merci. Docteur Olori Tamboué, je veux bien vous entendre sur la question. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour solidifier cette intégration africaine lorsqu'on sait qu'aujourd'hui tout va en vrille avec le départ de l'AES, de la CEDEAO, avec tout ce qu'on a? Est-ce qu'on pourra quand même aller de l'avant avec toutes ces questions? Merci beaucoup, Monsieur Joannès. Déjà, je voudrais recentrer les choses. Ne faisons pas le procès d'un pays contre un autre pays. Donc la France n'est pas l'objectif. Il y a peut-être la politique française au sein. Vous savez, lorsque vous avez des institutions, des institutions fortes, qui ne sont pas indépendantes, ou dont même le budget de fonctionnement dépend de l'aide extérieure, il y a un problème. Je crois que nos États doivent prendre leurs responsabilités. Lorsque nous signons un traité pour intégrer une organisation, il faut qu'on fasse l'effort de financer cette organisation. Ouais. Donc,
les budgets de l'Union africaine, de la CEDEAO, etc., il faudrait que ces budgets proviennent effectivement de nos pays. Ça, c'est important pour pouvoir avoir cette souveraineté. Il y a beaucoup de pays qui ne paient pas leur cotisation. Exactement. Il y en a beaucoup. Quand on prend plusieurs organisations, je ne les citerai pas, mais où il y a des difficultés. Ensuite, on a parlé de la communication. Il y a lieu également de communiquer, de tisser un pont entre ces organisations et les États. Parce que s'il y a rupture, il y a des difficultés. Et c'est beaucoup plus à cause de cette rupture, parce que les pays de l'AES estiment que les organisations sous-régionales ne sont pas au service du développement de leur pays. Elles ne sont plus indépendantes. Exactement. Donc, il y a lieu de repartir sur des bases, revoir peut-être le fonctionnement, les orientations, les différentes politiques publiques qu'on devrait mettre en place pour consolider les acquis que nous avons eus dans la sous-région, que ce soit sur le plan de la santé, de l'éducation. Surtout, un défi qui est le plus important, c'est le défi du terrorisme. Oui. Et ça, je crois que la CEDEAO devrait travailler avec les pays de l'AES pour que ce phénomène soit éradiqué définitivement. Et même avant l'AES, voilà que la CEDEAO même n'a pas une armée mise en place. Il y a une armée, bien sûr. On en a toujours parlé. Il y a la force en attente ECOMOG qui est là. En attente, vous avez dit. Mais qu'on n'a jamais déployé. Non, ça a été déployé en Guinée. Non, je parle du terrorisme, contre le terrorisme. Non, contre le terrorisme. Oui, ça c'est un autre débat. Il faut que ces pays-là, mis à part l'AES par exemple, parce que c'est sûr qu'au niveau des pays de l'AES, il y a une cohésion entre les trois pays en ce qui concerne la lutte contre le djihadisme, alors qu'au niveau des autres pays de la CEDEAO, ça peine, il faut une armée forte au niveau de cette institution-là pour mieux contrer la menace. Je voudrais qu'on sache que la question du terrorisme ne peut pas être réglée exclusivement par le tout militaire. Tous ceux qui ne prennent pas le tout militaire vont échouer. J'en ai fini. Et ils vont prendre par quoi il faut forcément tenir compte des causes. Des causes. Et lorsqu'on parle des causes, il y a plusieurs facteurs. Mais malgré ça, ailleurs, le terrorisme n'a jamais cessé. Docteur, vous voulez passer un mot rapidement? Non, je voudrais dire que, effectivement, je suis pas contre. Je pense qu'il faut que les États, nos pays, cette souveraineté dont on parle, nos États sont très faibles en termes de sécurité. Oui. Il y a 2 jours, le président Macron disait, pour être craint, il faut s'armer. C'est ça, suffisamment. Pour être craint, il faut s'armer. On a vu Israël et l'Iran. Aujourd'hui, on a vu même les États-Unis sont juste allés larguer une bombe. On a vu les rapports de force. On a vu les rapports de force. Oui. Je crois que lorsqu'on est sur le champ d'affronter les terroristes, il faut être équipé. Oui, parce que les terroristes sont plus équipés que nos forces de défense. Oui. Et donc, pour moi, il est indéniable qu'il ne faut pas négliger cette piste de la sécurité, de l'affrontement. Il ne faut pas le négliger. Il faut y aller à fond. Et puis, avec les différents autres paramètres, je sais de quoi vous voulez parler, hein, de l'employabilité de la jeunesse, les infrastructures qu'il faut mettre à disposition des couches pour occuper effectivement ces jeunes-là, oui. Pour que ces jeunes-là ne s'adonnent pas ces jeunes-là ne soient pas manipulés. Parce que ces jeunes qui tiennent des armes contre leurs propres frères, oui. C'est des jeunes qui sont manipulés. Merci beaucoup, docteur Olorita Logislin. On vous aura compris, vous êtes enseignant-chercheur. Et vous, monsieur Yeda Fonkoucheni, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'être venu sur ce plateau pour pouvoir donner votre éclairage entre défis nationaux, fractures régionales. Une chose est sûre, l'Afrique n'est plus un simple spectateur. Le Bénin, l'Afrique de l'Ouest et le continent tout entier sont à la croisée des chemins. À nous de choisir le cap avec lucidité, ambition et responsabilité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez informés, restez engagés. Instant Politique revient la semaine prochaine. Très bonne soirée à vous.